bienvenue dans votre émission, La Réunion les Lades. Bienvenue à tous, en espérant que le week-end a été reposant, apaisant et surtout vous a permis de rompre un petit peu le rythme de la semaine qui commence. Mais j'espère que vous commencez avec de la bonne énergie. On va parler d'énergie puisqu'on va parler de marche, d'endométriose. On voit ça dans Cosmo Réunionnais. Et pour en parler, bien sûr, celle qui était au lycée professionnel Jean Perrin il y a quelques temps. Bonsoir Alexandra Ressens. Bonsoir. Alors, j'allais dire, même, j'avais pu penser à même sur le t-shirt. Ça n'a pas changé, mon endométriose, ma souffrance. Ça reste une grande souffrance. Oui, ça reste une souffrance pour beaucoup de femmes. Et surtout, ça reste une souffrance qui reste isolée. Les personnes qui souffrent n'osent pas en parler. Et donc, le but de la sensibilisation, c'est ça, c'est de faire en sorte que ces femmes-là, qui sont dans leur petit coin et qui souffrent en silence, viennent avec nous et en discutent avec nous et partagent ça avec nous. Quand on dit on en parle vraiment? On commence à en parler de plus en plus. Quand on a fait l'intervention au lycée Jean Perrin, on s'est bien rendu compte que certaines jeunes filles étaient au courant, que par exemple des tantes, des cousines, des mamans avaient eu cette maladie-là. Donc déjà, c'est positif pour nous parce qu'on se rend compte que le message qu'on passe, il arrive. Mais bon, une femme sur 10 atteinte, je pense qu'il y a encore beaucoup de monde à sensibiliser. Et comment on en parle justement, puisqu'il y a eu cette intervention au lycée professionnel Jean Perrin, comment on en parle aux jeunes filles qui ne se doutent pas que leur utérus peut être aussi le point de départ d'une souffrance? Au lycée Jean Perrin, déjà, on a été sollicité par l'infirmier du lycée. Ce qu'on trouve, c'est une très très belle initiative. Donc, il nous a permis en fait de pouvoir sensibiliser 2 classes. Donc, on a rencontré ces classes-là et en parlant de notre témoignage. Souvent, c'est ça. C'est nous qui nous livrons en tant qu'endo-girl, entre guillemets, on se livre. Et ça permet aux gens de, elle également, se dire, elle me fait confiance, elle partage son expérience avec moi. Moi aussi, je vais partager quelque chose avec elle. Alors, des fois, c'est en séance. Il y en a une qui lève la main et qui pose une question. Des fois, ça va être des personnes qui vont être beaucoup plus timides et qui vont nous appeler sur la ligne de l'association ou qui vont venir nous voir après séance en nous demandant 2-3 petites questions et en échangeant. Il y a encore ces personnes qui, surtout lorsqu'on parle de lycéennes, qui sont un peu surprises de voir que cette maladie existe. Oui, je pense que dans tous les cas, c'est tellement devenu habituel de dire qu'avoir mal pendant ses règles, c'est normal, qu'il y a encore des gens qui ne pensent pas que derrière cette douleur-là et derrière cette souffrance-là, il y a une réelle maladie. Et comment ils réagissent généralement lorsque on leur parle de ça, on leur dit que demain, il faut faire attention à ça, il faut faire attention comme ci, que demain, il y a un risque de ne pas avoir d'enfant? Quelle est la réaction? La réaction, elle est vraiment de venir vers nous et de nous dire, voilà, moi j'ai ça comme souci. Est-ce que vous pensez que je devrais aller consulter un médecin? C'est vraiment, on a eu un petit temps d'échange en intimiste, entre guillemets, avec les jeunes filles. Et donc, ça a permis à certaines de venir nous voir en nous disant, voilà, moi j'ai tel problème. Est-ce que vous pensez que ça nécessiterait? Donc, c'est vraiment, autant il y a des publics sur lesquels on voit que c'est vraiment réservé, autant avec les jeunes filles qu'on a rencontrées, elles étaient vraiment motivées pour venir nous voir et nous en parler. Ça fait maintenant quelques années que l'association en parle, qu'on en fait un sujet qui n'était plus tabou. Comment a évolué le regard des personnes extérieures, bien sûr, et puis le regard de ceux qui accompagnent ces personnes? Je pense que le regard a changé, notamment parce que les bénévoles, les personnes qui ont de l'endométriose maintenant se permettent d'en parler. Et le fait que on ose en parler, que vous nous donniez, vous les médias, la possibilité d'en parler. Moi, j'ai des personnes qui viennent me voir et qui me disent « Tu m'as vraiment fait apprendre quelque chose, je ne savais pas que cette maladie pouvait faire souffrir autant. Quelqu'un dans ma famille qui l'a, mais je ne pouvais pas me rendre compte, ou en tout cas, je ne voyais pas qu'elle souffrait à ce point-là. » Et moi, ce que je trouve très bien, c'est qu'on a de plus en plus d'hommes qui s'y intéressent. Et comme on disait, c'est une maladie qui touche la femme, mais qui touche également le couple. Donc quand nous, on fait des rencontres, on a fait un salon bien-être à l'hôtel Alamanda en fin d'année dernière, et qu'on a eu des couples qui venaient,
ça nous a vraiment fait plaisir parce qu'on se dit, elles sont accompagnées. Ces femmes-là qui souffrent, elles ont cette souffrance qu'elles doivent vivre toutes seules, parce que la souffrance, on ne la partage pas physiquement, malheureusement, mais elles ont au moins ce soutien moral-là d'avoir leur homme qui est à côté d'elles et qui les soutiennent et qui avance avec elles et qui viennent s'intéresser aussi à ça. Ce qui veut dire quelque part aussi que l'homme est conscient qu'il y a des moments, il faut qu'il vit la souffrance de sa femme à sa façon, surtout en se privant de sexe. Ça amène aussi les hommes à essayer de mieux comprendre. Ça amène les hommes à mieux comprendre et ça amène les hommes aussi à échanger. Souvent, c'est compliqué. Certaines femmes, certains hommes ont du mal à échanger sur leur intimité. Et là, ils se rendent compte que peut-être que ça vaut le coup d'aller au médecin avec madame, d'échanger avec le médecin sur les problématiques qu'ils ont, que ça soit une problématique dans la vie intime ou dans la vie quotidienne, mais d'échanger pour trouver des solutions. Parce qu'en fait, finalement, des fois, on se dit... J'ai pas d'autre solution que de ne plus avoir de vie intime. Alors que si, en fait, il y a des solutions. Le corps médical aussi évolue. Le corps médical aussi nous accompagne. Donc on a des gynécologues qui vont traiter la maladie en essayant de stopper les règles, faire en sorte que la maladie arrête d'évoluer. On ne la guérit pas, mais on peut stopper son évolution ou la freiner en tout cas. Mais on a de plus en plus de personnes du corps médical, des kinés, des ostéopathes, qui vont se dire, voilà, moi je vais m'intéresser à l'endométriose et je vais essayer de trouver un moyen pour accompagner ces femmes-là à mieux gérer la douleur et mieux vivre avec. Donc c'est vrai que il y a une prise de conscience, je pense, un peu collective, qui se fait doucement mais qui se fait. Et aussi pour ces personnes qui ont cette souffrance, c'est quand même un peu apaisant, un petit peu rassurant, je pense, de voir qu'autour, les gens prennent conscience de la souffrance de cette maladie. C'est important, je pense, moralement. Parce qu'en fait, à un moment donné, certaines femmes, quand elles disent qu'elles souffrent, qu'elles disent qu'elles ont mal, comme on disait l'autre fois dans ton émission, le fait que ça ne se voit pas physiquement, on a des fois tendance à dire elle est un peu mythomane sur les bords. Là, le fait que toutes ces personnes-là voient qu'il y a une prise de conscience, autant au niveau du corps médical, autant au niveau des conjoints, autant au niveau de la famille, ça aide. Ça aide parce qu'en fait, c'est une maladie qui va toucher le physique, mais qui va aussi beaucoup toucher le moral et qui peut amener certaines personnes à rentrer en dépression, à s'isoler socialement. Et donc, je pense que plus on en parle, plus on montre qu'on est là pour soutenir, plus je pense que ça peut aider dans tous les cas les personnes. Ça signifie que le sentiment de culpabilité qu'il pouvait y avoir par moment est en train de s'estomper ? Je pense que... Après, ça va dépendre des personnalités de chacun. Vous avez des personnalités qui vont être très introverties et qui vont avoir du mal, dans tous les cas, en parler, donc qui vont vraiment être rongées par ce sentiment de culpabilité. Et vous avez des personnes qui vont se dire, non, là, on me soutient, donc ça va, je ne suis pas coupable, c'est une maladie, on ne la choisit pas. Je ne l'ai pas choisie, ça m'arrive, maintenant je suis accompagnée. Et en tout cas, l'association est là pour le faire. Combien de temps qu'Alexandra Crescence est accompagnée dans sa maladie ? Alors moi, ça va faire 10 ans. 10 ans que j'ai cette maladie. Comment ça a évolué ? Au début, donc, je me suis rendu compte que j'avais cette maladie justement parce que j'avais arrêté la pilule et que je commençais à avoir mal tout le mois. Donc je me suis dit, avoir mal tout le mois, il doit avoir un souci. Donc j'ai vu mon médecin. Ensuite, moi, j'ai eu la chance d'avoir un médecin qui connaissait l'endométriose. Malgré que ce médecin-là connaissait l'endométriose, j'ai voulu avoir plusieurs avis. Donc j'en ai vu 4 autres qui m'ont dit que je n'avais rien. Donc j'ai vraiment tellement eu confiance au médecin qui m'avait diagnostiqué que je suis restée avec ce médecin-là. Et grâce à lui, j'ai réussi à avoir mes 2 enfants. Donc jusqu'à là, ça allait. J'étais sous ménopause artificielle, j'ai de la pilule, je prends la pilule en continu. Donc j'ai un avantage que beaucoup de femmes aimeraient, c'est de ne jamais être indisposée. Donc je vais à la plage quand je veux, je profite avec mes enfants. Maintenant, le désavantage que ça a, et c'est les conséquences des traitements longs et des effets néfastes de certains médicaments, c'est que j'ai une perte de libido importante qu'il faut réussir à pallier en allant voir des médecins, en soi-même travaillant sur soi, en communiquant avec son conjoint. Donc en 10 ans de maladie, je n'ai pu réellement parler de cette difficulté de libido, tout ça, avec mon mari que depuis 2 ans. Donc il y a tout un apprentissage. Enfin, quand vous arrêtez d'un côté, il y a d'autres choses qui arrivent. Et donc c'est une maladie qui évolue constamment avec des effets différents.
Et donc, il y a toujours quelque chose sur lequel il faut travailler, sur nous-mêmes, dans la famille, le couple, tout ça, pour pouvoir bien vivre. Si la souffrance est résorbée, la crainte, c'est que le mari ne comprend pas. Oui, il peut avoir cette crainte-là. Moi, j'ai des femmes atteintes d'endométriose qui m'ont déjà dit, j'ai dit à mon mari de partir. Ou qui peut aller voir ailleurs, je suppose aussi. Certaines femmes nous ont donné des témoignages comme quoi le mari, au bout d'un moment, ne comprenant pas et ne voyant pas de solution, est parti. Et on a des femmes qui, elles, concrètement disent « à cause de moi, tu n'auras pas d'enfant, à cause de moi, tu n'auras pas une vie normale, donc va-t'en ». Et donc c'est là qu'on se rend compte que c'est au-delà d'une souffrance physique, c'est une souffrance sociale, c'est une souffrance morale. Parce que la personne, c'est quand même une personne qui se dit, pour le bonheur de l'autre, j'accepte moi de perdre peut-être l'amour de sa vie, quoi. D'accord. Et c'est une souffrance autre, c'est une souffrance qui s'ajoute à la souffrance physique. C'est une souffrance morale qui s'ajoute à la souffrance physique. Comment on accompagne les femmes qui, aujourd'hui, qui souffrent d'endométriose et qui, bien sûr, est dans une perte de leur vie intime, dans leur vie amoureuse. Aujourd'hui, il y a moyen de les accompagner? Déjà, je sais que c'est compliqué, parce que quand on n'est pas bien, on a tendance à vouloir rester tout seul. Déjà, ce qu'il faut, c'est ne pas rester tout seul. S'entourer des personnes qui sont à l'écoute. Autour de nous, on aura toujours des gens qui ne sont pas à l'écoute. On aura toujours des gens qui seront là pour nous juger, nous critiquer. S'entourer de gens qui sont à l'écoute, et c'est là aussi qu'intervient MEMS. On est là pour sensibiliser, on est là pour donner des informations, mais on est là aussi en tant qu'amis, en tant que soutien. Donc on fait des groupes de parole. On a un docteur Mallet donc, qui intervient avec nous, qui fait des groupes de parole pour aider les gens face à la douleur, face également à ces problèmes qu'ils peuvent rencontrer dans le couple ou dans l'isolement. Donc il ne faut pas hésiter à venir vers nous. Et je pense que même si c'est compliqué, la solution, c'est de ne surtout pas rester tout seul. Comment doit se continuer l'action d'explication? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Et comment continuer à travailler toujours dans l'information et la communication? Donc dans l'information et la communication, là, donc avec le lycée Jean Perrin, on commence à sensibiliser les jeunes filles très tôt. Donc je pense que c'est vraiment ça qu'on va essayer d'accélérer. Donc avec l'éducation nationale, tous ceux qui seront d'accord de nous recevoir, on va essayer d'accélérer cette communication-là. Et donc ça va être les personnes donc les plus jeunes. Mais après, le problème, c'est qu'il faut accompagner les mères. Il faut accompagner les grands-mères. Il faut accompagner les tantes qui, pour elles, disent la douleur, c'est normal. Donc c'est ça. C'est se dire, demain, on est là aussi pour accompagner une jeune fille qui va nous dire, voilà, je suis embêtée, ma famille ne comprend pas. Si elle a besoin d'un soutien, même sera là pour venir expliquer à la famille, aux amis, la maladie pour avancer dessus. Faire des actions, des événements comme Endomarche, c'est ce qu'il faut faire perdurer? Je pense que oui, c'est quelque chose qu'il faut faire perdurer parce que c'est quelque chose qui marque. On parle donc de la vague jaune. C'est un événement qui a lieu donc tous les ans. Là, cette année, on est sur la 4e édition. Cette année, donc, ça sera le samedi 30 mars à Saint-Pierre, au stade Casabona. On est accompagné dessus par l'OSTL, par la mairie de Saint-Pierre. Et on se rend compte qu'en fait, les gens sont vraiment motivés pour nous accompagner dessus. Et c'est vraiment, le but, c'est d'avoir pas mal de monde qui viennent, mais tout confondu. Les enfants, les parents, les femmes. Pour qu'en fait, tout le monde se rende compte que c'est un sujet qui peut toucher ma fille, ma sœur, ma mère, plein de monde. Donc en fait, tous ces événements-là permettent dans tous les cas de sensibiliser le plus grand nombre. Alors, ce sera quoi Endomarche? Donc l'Endomarche, donc samedi 30 mars, donc au stade Casabona à Saint-Pierre. Donc ça sera sur la journée. Le matin, on aura des conférences avec le docteur Germont. Et l'après-midi, donc on aura donc l'Endomarche avec toujours un plateau artistique comme on le fait tous les ans. Une animation Zumba et il y aura des activités. L'OSTL a mis de très beaux moyens pour nous aider. Donc ils ont mis des activités pour les enfants pour permettre aussi aux parents de pouvoir être là réellement et pouvoir profiter en famille. Le coup d'envoi de la marche, c'est prévu à quelle heure? 13h30. Mais il fait chaud, non? Il fait chaud, mais il y aura les bouteilles d'eau, il y aura tout ce qu'il faut comme d'habitude. Alors, quel va être le trajet? Donc on va descendre sur le front de mer de Saint-Pierre, on va remonter donc par la rue des Bons Enfants et après on remontera, on aura un retour au stade Casabona. La dernière marche que j'ai pu moi suivre, c'était à Saint-Denis. Oui, on te remercie d'ailleurs de toujours nous suivre.
là, c'était pas même mon propos, mais je veux dire, c'est que on voit que les gens s'intéressent, mais dans le contexte du 30 mars, est-ce que c'est la femme, d'autant que on sait que la journée de la femme, c'est au mois de mars. Est-ce que on doit dire que l'endométriose, c'est vraiment une maladie de femme, ou est-ce que c'est devenu une maladie de couple? C'est une maladie de femme. Et comme tu dis, oui, on peut la rapprocher sur le fait que c'est une maladie de couple. Puisque dans tous les cas, on est vraiment sur une souffrance qui va, comme tu disais tout à l'heure, sur la souffrance physique, qui elle est ressentie par la femme, mais la souffrance morale qui va être ressentie par l'intégralité du couple. Et moi, je l'étendrai même à la famille, puisque les enfants, l'environnement familial de la personne en pâtit. Quand vous avez quelqu'un qui ne peut pas se lever, quand vous avez quelqu'un qui ne peut pas aller travailler, on a certaines endogirls qui ne peuvent pas travailler. On a même certaines en métropole qui ont eu la reconnaissance travailleurs handicapés. Ouais. Donc quand on ne peut pas travailler et que c'est le conjoint qui doit supporter la charge financière familiale, qui doit en plus supporter de ne pas avoir une femme qui puisse vivre une relation intime. Vivre une vraie relation intime avec sa femme comme n'importe quel autre homme, c'est vrai que c'est pas évident. Après, il faut vraiment, c'est une force mentale qu'on travaille. Et là-dessus, justement, Alexandra Crescence, qu'est-ce qu'il faut développer chaque jour comme énergie, comme effort, comme psychologie, comme explication, pour faire comprendre à son environnement que c'est un chemin malheureusement nécessaire et qu'il faut, d'une façon ou d'une autre, s'accrocher, ne pas baisser les bras, toujours se battre? Moi, je dirais la patience et essayer de comprendre les autres. Même si on a besoin, nous, en prime, qu'on nous comprenne, il faut se dire, oui, j'attends que les autres me comprennent, mais il faut également que je comprenne la méconnaissance que les autres peuvent avoir. Le fait qu'ils ne voient pas que je ne suis pas bien et le fait qu'ils ne comprennent pas. Moi, j'ai des collègues de travail qui sont venus me voir en me disant, mais vu le dynamisme, vu la force que tu peux avoir dans la vie de tous les jours, je n'aurais jamais cru que tu étais atteinte de cette maladie-là. Parce que qu'est-ce qu'on fait? Toute la journée, on serre les dents et on fait ce qu'on a à faire. Et après, par contre, c'est pour ça que je te disais que c'était une maladie de famille. Quand on arrive le soir à la maison, toute cette tension, toute cette pression est relâchée au sein de la famille. Donc ça va être moins de patience pour les enfants, moins de patience pour le mari qui n'a pas fait la vaisselle. Voilà, plein de choses comme ça. Donc c'est pour ça que je te dis la patience, je pense avant tout. Pour tout, parce que la patience du traitement. Moi, j'ai eu la chance d'avoir mes 2 enfants du premier coup. Pour les endogirls qui, elles, prennent 2, 3, 4 ans, 5 ans avant d'avoir un enfant, la patience. La patience, et puis après, selon chacun, s'il y a une foi, peu importe le Dieu, je pense que la foi aussi peut être importante. Qu'est-ce qui fait que dans les conférences qu'il y aura, est-ce qu'il y aura des solutions qui sera proposé à ceux qui vont venir chercher des réponses sur le temps? Parce que non seulement l'abstinence sexuelle est un élément perturbant dans une relation de couple, mais cette abstinence sexuelle entraîne malheureusement aussi des influences sur les schémas de comportement de l'un et de l'autre, y compris de la famille d'ailleurs. Comment dire à faire comprendre ça aussi bien à celle qui souffre qu'à celui qui est à côté, qui ne peut que souffrir psychologiquement? Alors donc, comme je te disais, on fait des rencontres amicales où on va discuter de différents sujets. Il n'y a pas de bonne solution et il n'y a pas de solution universelle. Chaque endogirl vit sa souffrance différemment. Il y en a qui n'ont pas du tout de problème pour leur rapport intime. Il y en a qui n'ont plus la possibilité du tout d'en avoir. Donc qu'est-ce qu'on fait? On les accompagne donc avec des professionnels de santé. Là, sur l'endomarche, il y aura un village santé qui va peut-être des fois apporter, je pense, de l'aide. Par exemple, sur l'alimentation, il y a beaucoup de choses qui peuvent influer. Sur la vie, sur la partie intime, c'est une redécouverte en fait. C'est une redécouverte de la sexualité qui va être différente. Et donc souvent, soit on y arrive au sein du couple tout seul, en se disant, ben voilà, moi j'ai telle particularité. Donc par exemple, je ne supporte plus, par exemple, quelqu'un qui ne supportera plus du tout la pénétration. Essayer d'aller vers d'autres choses, qui est tout à fait possible dans son cas. Pour d'autres personnes, ça va être, non, j'y arrive vraiment pas. Donc j'ai besoin peut-être de préliminaires beaucoup plus importants. Donc tu vois, ça c'est des choses qui sont accessibles. D'accord. Maintenant, moi par exemple, j'ai fait beaucoup de recherches sur Internet pour me dire comment je peux pallier telle problématique que j'ai.
Il y en a qui ne vont pas aller vers ça. Il y en a qui vont se dire, moi, je préfère aller voir un sexologue. Moi, je préfère aller voir un kiné. Moi, j'ai appris récemment que, par exemple, la rééducation périnéale que tu as après avoir accouché peut t'aider à retrouver une vie sexuelle normale. Puisqu'elle t'apprend à intervenir toi-même sur ton périnée. Corps. Tandis que souvent, on parle de blocage. Et le blocage, il est psychologique. Moi, j'ai un médecin qui me l'avait montré l'exemple exactement l'autre fois, en me montrant le réflexe de l'œil. Quand quelqu'un met son doigt devant ton œil, tu vas avoir tendance à fermer l'œil. À force d'avoir eu mal pendant des rapports, le muscle d'en bas va avoir tendance à se refermer. Mais c'est quelque chose qui n'est pas... Tu ne peux pas intervenir dessus. Tu ne peux intervenir dessus qu'en apprenant à travailler dessus. Et donc, par exemple, un périnéologue peut aider une femme à le faire. D'accord. Là-dessus, en tout cas, sur cette évolution-là, aujourd'hui, c'est plus facile d'en parler. Ça, c'est une chose. Oui, après, c'est tout un cheminement. Comme je te disais, moi, ça fait 10 ans que j'ai la maladie. Et c'est grâce à MEMS et c'est grâce aux témoignages que je donne tous les jours que j'ai commencé à réussir à lever ce sujet-là et en parler. Et après, on parlait avec mon homme. Quoi. D'accord. Quand elle a dit MEMS, c'est mon endométriose, ma souffrance. Non, je préfère le dire parce que... Tu as raison. C'est pas, je veux dire, pas pour tout le monde. Donc, on va rappeler, 30 mars. Samedi 30 mars, au stade Casabona à Saint-Pierre. Donc, on vous attend nombreux et nombreuses pour l'endométriose. Comme on dit, à l'endométriose, allez-y partout. Hein. D'accord. Alors, la question, pour terminer, c'est que... on s'inscrit sur place Alors, on s'inscrit par téléphone, donc 06 93 90 17 20. On peut également nous envoyer un message sur la page Mon endométriose, ma souffrance, Réunion. Et donc, l'inscription est à 10 €. Et donc, il y a un t-shirt qui est offert dans la limite de nos stocks disponibles. D'accord, en tout cas, rendez-vous est pris. Je pense qu'on essaiera de recevoir un témoignage d'ici le 30 mars pour voir un petit peu ce que aujourd'hui, comment les personnes qui en souffrent évoluent et comment ils le vivent au sein de leur couple. En tout cas, Alexandra Crescence, ça a été un plaisir de se revoir sur ce plateau. Merci à toi aussi. Et en espérant que le 30 mars, on sera également du côté de Casabona pour amener les images de cette endomarche. Merci. Merci à toi. En tout cas, pour toutes ces informations. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion, les Lalles. La Réunion, les Lalles. La Réunion, les Lalles.